y a un dopage de bonnes et de mauvaises intentions? L'article 6 dit que dans tous les cas... L'article 6 de substance prohibée de... Ça marche pas. Si. L'article 6 de l'accord international sur l'élevage des courses et des paris de la Fédération internationale des autorités hippiques et l'article 201 du Code Transvélo ne prévoit pas de recours en cas de positivité. Donc, ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Oui. L'article 6 n'est pas un article juridique. C'est un article biologique. Donc, il indique la façon dont ça doit se faire. Il y a, mis à part l'obligation de 2 bouteilles, la possibilité des contrôles à l'entraînement, la responsabilité de l'entraîneur et la disqualification du cheval, c'est les seuls principes juridiques. Le 201 du Code de France Gallo, des courses au galop, ne s'occupe pas de disciplinaire. Il faut que vous changiez de chapitre et que vous alliez voir dans les pouvoirs des commissaires. Alors, dans les pouvoirs des commissaires des courses, vous verrez la possibilité de désigner, la possibilité de la possibilité d'interdire de courir à la dernière minute, et dans les pouvoirs des commissaires de France Gallo, qui sont une seconde entité, il est prévu qu'ils ont le pouvoir de distancer un cheval lorsque est mis en évidence une substance prohibée. Et dans les pouvoirs généraux des commissaires et du système juridique, il est prévu 2 niveaux d'appel. Un premier niveau d'appel en commission d'appel pour les cas ordinaires, et ensuite un deuxième niveau d'appel en commission supérieure lorsque la sanction est grave et qu'elle comprend le retrait de la licence de l'individu, qui est une décision extraordinairement grave parce que vous interdisez à quelqu'un de travailler. Or, le droit au travail fait partie des droits fondamentaux de l'homme, tels que prévus par la Charte des droits de l'homme, adoptée par la quasi-totalité des pays. Donc, de la société des courses. alors, le docteur de Gaulle, il n'est jamais là à titre personnel. Parce que ça, c'est une façon d'éviter de prendre la douche, et quand il faut prendre la douche, on est là pour la prendre. Je vais vous répondre sur une partie de la question, mon ami Bonnet répondra sur l'autre. Je ne suis pas là pour m'exprimer sur les dispositions prises par l'État tunisien pour régler la question. Voilà. Et vous ne me ferez pas plus que Madame Janiti, m'embarquer sur cette pente glissante. Mais les crampons. Bon, il est bien évident que c'est aucunement à la France, ni au laboratoire, ni aux sociétés de courses, ni à quiconque, d'interférer dans les affaires tunisiennes. C'est évident. Bon. La seule chose que, à titre personnel, je pourrais vous dire et vous recommander, c'est que, étant partenaire technique, j'allais dire, du contrôle antidopage en Tunisie, puisqu'on réalise les analyses, nous avons besoin, et j'ai besoin, d'instructions très claires. C'est-à-dire, vous allez faire votre brainstorming, si on peut dire, vous allez prendre des décisions, vous allez modifier éventuellement vos lois, c'est un problème tunisien, et à l'issue de ces décisions qui seront prises, nous avons vraiment besoin, comme partenaire, j'insiste de nouveau, de connaître clairement quelles seront nos dispositions, c'est-à-dire qui organise quoi, qui fait quoi, à qui doit-on rendre les résultats, transférer les résultats, à qui envoie-t-on les factures? Voilà, à qui envoie, je ne sais pas dire, mais c'est important pour nous aussi. Donc nous avons besoin d'un mode d'emploi très clair. C'est tout ce que je pourrais dire. Il est évident que savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, nous ce qui est important, c'est que ce soit bien organisé. Que ce soit bien organisé par l'un ou par l'autre, peu importe. Il y a certainement des améliorations à réaliser, et savoir qui les réalisera et comment. D'ailleurs,
la santé, c'est pas l'absence de maladie ou de malformation, mais plutôt, et là je profite de vous donner quelques définitions, empruntées par l'OMS, la santé c'est quoi? C'est un état de complet bien-être, voilà, le bien-être physique, mental et social. Ça s'applique aussi bien pour l'homme que pour le cheval. Okay? Et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça, tout le monde doit le comprendre. Ce n'est pas les maladies qui imposent la mauvaise santé ou autre. Et le score cardiaque pour un cheval performant, il doit dépasser les 116 millisecondes. Et les paramètres pour lesquels on est encouragé d'engager notre animal, ce sont les paramètres de performance. Les paramètres de performance ne passent assez vite, ce sont à l'échographie, c'est la dilacération tendinosa. Aussi l'examen radiologique, donc il faut s'assurer de la maturité osseuse avec cette fermeture de cartilage. Le typage, la typologie musculaire aussi, elle est importante pour chaque discipline sportive. Et l'électrocardiologie, c'est le score cardiaque qui doit être supérieur à 116 millisecondes. Pour l'appareil cardio-respiratoire aussi, la fréquence cardiaque qui au repos elle est basse. Et également la lactatémie, qui est la capacité spécifique de l'individu cheval et qui témoigne de la capacité anaérobique. En conclusion donc, on va dire que pendant l'activité sportive, une mauvaise performance, un état de mauvaise forme, ce sont tous ces éléments qu'il faut les considérer. Et également, sur le fait que toutes ces manœuvres ont un coût élevé, ça, aucun sans doute de ça. Donc il faut adapter les examens selon la valeur du cheval et les moyens financiers du propriétaire. Et je vous remercie de votre attention. Je vais donc poursuivre par cette deuxième présentation. Les screenings limites, les délais de détection et les risques liés à la contamination. Alors, on a déjà parlé tout à l'heure un petit peu des risques que pouvaient présenter ces phénomènes dans le contrôle antidopage de substances. La première catégorie, je vais être extrêmement bref parce que ça n'appelle aucun commentaire, ce sont les vrais agents dopants. C'est-à-dire que là, il s'agit d'anabolisants, il s'agit d'érythropoïétiques, d'hormones de croissance, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'a strictement rien à faire dans la physiologie du cheval. Là, il est bien évident que le contrôle doit être absolument drastique. Il n'est pas question de limiter les sensibilités de détection. Le plus sensible sera le meilleur. On n'en parle pas. Deuxième catégorie, on va en parler un petit peu plus longuement, ce sont les substances thérapeutiques. Alors les substances thérapeutiques, il est évident que c'est une catégorie qui est très vaste, vous en doutez bien. Il s'agit de toutes les substances que l'on peut donner à un cheval pour le guérir, mais il faut garder à l'esprit que ces substances ont un effet naturellement, et que cet effet peut être aussi un effet dopant. Il est évident que si vous utilisez un anti-inflammatoire, par exemple à mauvais escient, surtout un corticoïde, il est évident qu'il peut y avoir un plus d'action positive qui va être apportée au cheval, qui va lui permettre de faire de meilleures performances. Et ça n'est pas supportable non plus. Et la troisième catégorie qui va nous intéresser, ce sont les contaminants alimentaires. Alors, évidemment, ça pose un problème. Quel est le problème? Le problème est que nous avons amélioré depuis très longtemps les capacités de détection des laboratoires. Et il est bien évident que lorsque vous donnez une substance thérapeutique à un cheval de façon légitime pour le soigner, suivant les méthodes que vous allez utiliser, il serait possible d'en détecter des traces, la présence à de faibles concentrations pendant des jours, des semaines, voire des mois. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt, bien entendu. Il est évident que si vous traitez votre cheval, je ne sais pas, un anti-inflammatoire, phénylbutazone ou autre, si vous trouvez des traces de phénylbutazone 6 mois plus tard, est-ce que c'est véritablement intéressant de sortir un cas positif? La réponse est probablement non. Comment peut-on résoudre ce problème? Alors évidemment, il y a une simple concentration et établir un seuil peut être une solution facile.
mais je dirais qu'il est un petit peu simpliste, car nous avons voulu, pour des raisons évidentes, limiter l'établissement des seuils à des substances limitées, c'est-à-dire les substances physiologiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, les substances physiologiques et également ce qui peut être importé de façon naturelle par l'alimentation. Donc nous ne voulions pas, quand je dis nous, c'est à la Fédération, à l'Advisory Council et à la Fédération des autorités hippiques, puisque je fais partie de l'Advisory Council, nous ne voulions pas aller dans cette direction car c'est une médication autorisée et ça donne un mauvais message au public. Les limites de détection, donc les limites de screening. Alors, évidemment, c'est simple à dire, mais ce n'est pas forcément très simple à faire. Car il faut déjà que cette action soit réellement harmonisée et que ces limites de détection soient décidées sur une base scientifique, une base biologique qui tienne, si je puis dire, la route. Thérapeutique, et j'insiste à nouveau, je vous l'ai dit, je vous le répéterai, c'est réservé aux substances thérapeutiques légitimes. Donc on part d'une donnée qui s'appelle l'EPC, Effective Plasma Concentration. C'est-à-dire que lorsque vous injectez un produit à un cheval, il y a une concentration qui est efficace, qui est donnée simplement par le fabricant, si je puis dire, le laboratoire fabricant, qui va vous conseiller une posologie standard pour une molécule comme un anti-inflammatoire. On va vous dire, par exemple, c'est tant de milligrammes kilo. Vous injectez cette concentration, cette posologie à un cheval, et il va y avoir un moment où la concentration sanguine va être la bonne, si je puis dire, la concentration qui va permettre de résoudre le problème pour lequel vous utilisez le médicament en question. Donc cette concentration, une fois qu'elle est obtenue, on va tout simplement en déduire une concentration qui, elle, va être inefficace. Alors on a utilisé des chiffres qui étaient standards, si je puis dire, en pharmacologie, c'est-à-dire qu'on a d'abord divisé cette concentration efficace par 50, qui est un chiffre retenu habituellement, pour passer de quelque chose d'efficace à quelque chose d'inefficace. Et ensuite, on a utilisé un facteur de 10 pour tenir compte de la variabilité biologique, ce qui fait en tout un facteur 500. C'est-à-dire que vous prenez la concentration efficace, vous la divisez par 500, et vous avez une concentration inefficace. C'est-à-dire une concentration pour laquelle vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'effet. Étude donnée, ça consiste à faire une étude PKPD, comme on dit, c'est-à-dire utiliser au moins 6 chevaux, au moins, c'est-à-dire que parfois on en utilise une dizaine, donc tout ça pour vous dire que ça coûte relativement cher. On administre les concentrations voulues, la posologie standard, et on fait les études que je vous ai décrites pour en déduire le PC, l'IPC et l'IUC. Internationales ne sont adoptées que lorsque les Européens et les Asiatiques se sont mis d'accord. C'est-à-dire que nous avons eu un certain nombre de réunions, certaines ont été un petit peu musclées d'ailleurs, et ça nous a permis, lorsqu'il y avait harmonie, d'adopter les ISL. Et in fine, le souhait de tous, c'est d'adopter des ISL pour un grand nombre de substances thérapeutiques qui seront adoptées à travers le monde. C'est un petit peu vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il faut être maître de la concentration du screening que vous allez mettre en place, sans pour autant réaliser une quantification et sans pour autant donner la concentration réelle lors de la détection des cas positifs. Alors vous voyez, c'est parfois une situation qui est parfois difficile à tenir. Correspond à un temps de détection, c'est-à-dire que quand vous administrez par exemple la phénylbutazone à une posologie connue, pour ne pas dépasser la screening limite recommandée, eh bien il faut, je ne sais plus, mettons 96 heures ou je ne sais plus quoi, c'est public. Ça, c'est une communication qui était limitée, j'allais dire, simple et limitée, mais qui ne permettait quand même pas réellement la réelle harmonisation des laboratoires. C'est pourquoi il a été décidé, il y a un peu plus d'un an maintenant, de publier ces fameuses ISL, et vous pourrez les trouver sur le site d'ailleurs de la Fédération. Je vous donnerai cette information par la suite. Vous pouvez voir les temps de détection sur le site de l'EHSLC en France, et il y en a d'autres qui sont à l'étude et qui, j'espère, donneront lieu à des publications prochaines. Voilà, donc
en pratique, je vous encourage, du moins je crois qu'il y a des vétérinaires praticiens parmi vous, à faire très attention à ça et à vous reporter sur ces sites et ça vous donnera des bonnes idées des temps de détection. Renouveler la litière du cheval le plus souvent possible, même plusieurs fois par jour, lorsqu'il est sous traitement. Et surtout, de ne pas mettre un autre cheval dans le box qui a servi de traitement à un cheval, un autre cheval. Vous risquez de le contaminer alors que lui-même n'a pas été traité. Je vous donne un exemple, j'ai peur d'être un peu long, mais je vais vous le donner quand même. Nous avions fait il y a quelques années de ça un traitement à la dipyrone. Vous savez, c'est un antalgique très connu, utilisé notamment dans le cas des coliques. On a traité un cheval à la dipyrone pendant une journée, 12 heures. On a enlevé le cheval de ce box, on a laissé la paille, et on a introduit un autre cheval non traité dans ce box-là. Et au bout de 24 heures, la concentration urinaire du cheval non traité était supérieure à celle du cheval traité. Vous proposant, mais je sais que pour la Tunisie, pour le moment, ça n'est pas possible, en proposant des analyses de dépistage. Alors, c'est quoi les analyses de dépistage? C'est un service qu'on propose en France et pour certains pays étrangers. Lorsque vous traitez un cheval et que vous avez un doute, parce que vous ne connaissez pas les temps de détection, parce que vous avez utilisé une posologie différente de celle qui était proposée dans les temps de détection publiés, donc vous ne savez pas. Donc n'hésitez pas, il faudra voir si on peut mettre ça en place pour la Tunisie, mais n'hésitez pas, si vous en avez possibilité, à demander cette analyse. C'est-à-dire que vous collectez soit l'urine, soit le sang, suivant la molécule considérée, vous l'envoyez au laboratoire, et il va vous dire très rapidement, ça peut se faire parfois en moins de 24 heures, très rapidement, est-ce que le cheval est apte à courir ou pas, du moins pour ce qui concerne les résidus du traitement en question. Alors, contamination alimentaire, c'est, je vous l'expliquais tout à l'heure, quelque chose qui arrive vraiment à votre insu. Et c'est pas l'insu, pas de plein gré cette fois-ci, c'est vraiment à votre insu. Alors, là, nous avons identifié un certain nombre de molécules qui sont des vrais contaminants naturels. On va balayer ça rapidement. Caféine, théobromine, théophiline, atropine, scopolamine, morphine, bufotéine. Je vous explique, vous savez. Alors, la infime partie de la production industrielle d'aliments. C'est évident que si vous comparez la production d'aliments pour chevaux par rapport à celle du bétail, c'est vraiment, j'allais dire, peanuts, sans faire de mauvais jeu d'esprit. Donc, il est évident parfois, il y a lors de la fabrication des petits problèmes de contamination. Donc, on trouve, hélas, assez souvent des caféines, théobromine, théophiline dans les aliments. Atropine, scopolamine. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça vient faire? Il faut savoir que ce sont des molécules qui sont pharmacologiquement très actives. Hein, ce sont des cholinergiques, parasympathiques, qui sont quand même très actives. Et on les trouve, entre autres, dans une famille qui est une des plus grandes familles de végétaux du monde, ce sont des datura. Et les datura, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais ce sont véritablement, c'est une très grande famille qui comprend à la fois des petites plantes, hein, de la taille d'un chardon, ça ressemble un petit peu à un chardon, vous voyez, c'est Datura stramonium, l'image du bas, mais ça peut aller dans certains pays, comme d'ailleurs en Tunisie, jusqu'à des arbres, des petits arbustes. C'est un cas un petit peu particulier, parce qu'en Tunisie, la Tunisie, je crois, n'est pas autorisée à cultiver du pavot, enfin, du moins à ma connaissance, de façon officielle, mais par contre, c'est qu'en France, c'est qu'en Angleterre, dans beaucoup de pays européens, et on cultive du pavot pour l'industrie pharmaceutique. Alors, cette culture est parfaitement officielle, elle est très bien encadrée, mais elle était restée, j'allais dire, presque secrète, pour des raisons qu'on peut imaginer quand même malgré tout, jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années, jusqu'au moment où on s'est mis à trouver de la morphine, justement, dans les aliments pour chevaux. Alors là, on a eu, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça serait un peu long, mais il y a eu des combats avec l'industrie pharmaceutique et avec les producteurs d'opium, d'opium, je dis bien, qui ne voulaient pas entendre parler de tout ça. Et nous, on a tenu bon.